Ce dont je m'apprête à vous parler, c'est une réflexion qui n'a fait que croître durant les 2 années que j'ai passées ici au Japon, et elle a profondément changé la manière dont j'aborde la consommation de contenu, notamment celle liée au YouTube Japon. Avant même de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais poser un peu le contexte sur ma relation entre moi, le Japon, et la consommation de contenu. Je suis un profil ultra classique dans le sens où mon attrait pour ce pays, il vient du fait que quand j'étais enfant, j'ai regardé énormément d'animés. Je fais partie de ce que j'appelle la 3ème génération manga, donc je considère que la première, c'est celle de l'arrivée des mangas en France, avec les Goldorak, les Albator. La seconde, c'est celle du Club Dorothée, avec DBZ, Sailor Moon ou encore les Chevaliers du Zodiac. Et enfin, la 3ème, celle dont j'estime faire partie, c'est celle de One Piece, Bleach, Naruto, le Big Three comme on les appelait à l'époque. J'ai passé une bonne partie de mon adolescence sur ADN, Crunchyroll, Wakanim, à regarder pléthore d'animés, et également aussi à écouter de la musique japonaise, évidemment la majorité provenant d'animés, mais j'ai le souvenir que dans l'eau il y avait un peu de Hatsune Miku. Au final, tout aurait pu s'arrêter là, j'aurais été un fan de manga, d'animé ou de musique, et un de ces jours, j'aurais fait un voyage au Japon un peu comme tout le monde. Cependant, les choses se sont passées bien différemment puisqu'à cette époque, je passais aussi énormément de temps sur YouTube. Et arriva ce qu'il devait arriver, vers 2014-2015, je suis tombé sur mes premiers youtubeurs Japon, donc Louis-san et Tev. Je ne saurais plus dire lequel a été le premier, mais en revanche, ce dont je me souviens bien, c'est que ça a été l'ouverture de la boîte de Pandore pour moi. À partir de ce moment-là, je me suis mis à regarder tout ce qui était possible en termes de créateurs de contenu Japon, que ce soit Ichiban Japan, Mitsu, Japania, Citron Violet, ou encore des créateurs de contenu anglophones tels que Abroad in Japan ou CDogVA pour ne citer que. Sans le savoir à ce moment-là, il s'est effectué une transition du fan de manga vers le fan du Japon. Alors, selon moi, un fan de manga n'est pas forcément fan du Japon, et un fan du Japon n'est pas forcément fan de manga. En revanche, il existe une énorme intersection entre les deux dont je fais clairement partie. Les règles à absolument respecter au Japon, ce que pensent les Japonais sur un tel sujet, les lieux où il faut absolument aller, une journée avec un professionnel ou encore des streams IRL. C'est juste un échantillon des contenus que je pouvais consommer à ce moment-là, et clairement, j'ai regardé tout ce qui était possible et imaginable, et à ce moment-là, je connaissais par cœur le Japon sans même y avoir mis les pieds. Faisons un bond dans le temps en 2021-2022. À ce moment-là, on est en période Covid, et moi je consomme un maximum de contenu IRL sur le Japon. Je commençais à avoir un peu d'argent de côté grâce au stage que j'ai fait à l'époque, et je m'étais juré qu'une fois la pandémie terminée, j'achetais mes billets et je partais pour le pays de mes rêves. Bon, à ce moment-là, j'étais loin de me douter que le Japon, ça allait être le dernier pays à rouvrir ses frontières, mais on a pris son mal en patience, et on a attendu comme tout le monde fin 2022 pour l'annonce de la réouverture des frontières. Au moment de l'annonce, j'ai pas eu une hésitation, et c'était décidé. En janvier 2023, j'étais au Japon. J'allais y passer 3 mois et j'avais 2 objectifs à ce moment-là. Le premier, ça allait être d'enfin pouvoir visiter le pays qui est au cœur de mes passions depuis que je suis enfant, et pouvoir voir de mes propres yeux des paysages ou encore une culture que j'avais l'impression de si bien connaître. Le deuxième objectif, qui est un peu moins classique, c'est que je voulais y juger la vie. Est-ce que, potentiellement, je me verrais vivre ici à plus long terme? On est le 8 janvier 2023. Ça y est, mon avion a atterri, je suis au Japon. Je me souviens encore comme si c'était hier de cette première fois. Je me souviens de la première fois être entouré de la langue de partout, à monter dans le train pour la première fois, à marcher dans ces rues qui ne ressemblent pas du tout à celles de chez nous, ou encore aller au combini. À ce moment-là, je voyais de mes propres yeux tout ce dont j'avais entendu parler jusque-là. Les fameux trains à l'heure, les gens qui font la queue avant de rentrer dans le train, le 7-Eleven, les rues qui sont propres. Pour moi, c'était un rêve qui devenait réalité. Mais dans tout ça, ce qui m'a surtout marqué, c'est les sentiments que j'ai ressentis à ce moment-là. Il y avait bien évidemment la joie d'être enfin sur place, d'enfin tout voir de mes propres yeux, l'excitation du fait de venir à peine d'arriver, mais surtout, il y avait un sentiment de soulagement. Je me souviens très clairement m'être dit à moi-même, c'est exactement comme je l'imaginais. À ce moment-là, ma principale source de bonheur, elle venait du fait que l'image que je m'étais fait du pays, elle était conforme avec la réalité. Une fois l'excitation des premiers jours passée, je me suis fait doucement mais sûrement à ma nouvelle vie. Durant toute cette période que j'ai passée ici, j'ai enfin pu découvrir le quotidien d'un japonais, mais j'ai surtout enfin pu découvrir le pays que j'adorais tant. J'ai évidemment découvert Tokyo et tous ses quartiers, et j'en ai même profité pour voyager dans les différentes régions du Japon. À ce moment-là, j'ai eu aucune mauvaise surprise, et on pourrait dire que mon voyage a été un franc succès, mais je pouvais pas m'empêcher d'avoir un sentiment comme si j'avais pas découvert le Japon de mes propres yeux. Comme si ma découverte de ce pays ne se faisait pas à travers mon vécu, mais à travers tous les contenus que j'avais pu consommer jusque-là. Ce sentiment que j'avais du mal à exprimer à l'époque, il s'est confirmé la première fois que des amis sont venus me rendre visite ici et qu'on a voyagé ensemble. À ce moment-là, bien évidemment qu'il y avait le bonheur de retrouver un ami, de se dire qu'on allait pouvoir voyager ensemble, mais de mon côté, il y avait un bonheur beaucoup plus personnel, qui était celui de se dire que j'allais pouvoir découvrir le Japon au travers des yeux de quelqu'un qui, lui, allait vraiment le découvrir pour la première fois.
Autrement dit, j'espérais pouvoir découvrir ce pays au travers du regard de personnes qui n'avaient jamais consommé de contenu sur le Japon. Au travers du regard de personnes qui allaient vraiment découvrir ce pays pour la première fois. Il m'en a fallu du temps, mais je m'en suis rendu compte de ces deux choses-là. La première, c'est qu'à mon arrivée, mon principal sentiment c'était du soulagement, et la deuxième, vouloir découvrir le pays au travers du regard de mes amis, comme si leur première fois allait devenir ma première fois. Et pour moi, j'estime que ces deux choses-là sont symptomatiques d'une chose, une surconsommation de contenu. J'aurais donc une question à vous poser. Êtes-vous sûr de vouloir en consommer autant, qui plus est sur le Japon ? Certes, le mois du passé, il était ravi et comblé de toutes ces informations, tout ce divertissement que j'ai pu voir sur le pays que j'adorais tant, mais à aucun moment je me suis posé la question, à aucun moment je me suis rendu compte que ça allait être un problème pour le mois du futur. Sans le savoir, le mois du passé, il a ruiné la découverte du Japon pour son soi du futur. Après qu'on s'entende, je peux pas vous dire que j'ai passé un mauvais voyage. À ce moment-là, certes, j'ai pas passé un mauvais moment, mais est-ce que c'était vraiment ça que je voulais vivre à l'époque ? J'ai regardé beaucoup de contenus qui me disaient où est-ce qu'il fallait me rendre, et ce que j'ai fait, c'est juste suivre ces contenus, me rendre sur place, constater qu'effectivement c'était bien comme on me l'avait décrit, et je suis passé au lieu suivant. Et vous voyez, je peux pas m'empêcher de comparer ça à un swipe. De nos jours, un voyage, et moi le premier c'est ce que j'ai fait, c'est passer de lieu en lieu pour aller voir point d'intérêt en point d'intérêt, et une fois qu'on a terminé, on swipe au suivant. Je vous invite donc à prendre du recul sur le contenu que vous consommez, car sans le savoir, vous faites peut-être face au même problème auquel j'ai fait face à l'époque qui était une surconsommation de contenu. Ce problème, sans le savoir, il a des effets secondaires qui peuvent se manifester bien longtemps après. Donc prenez le temps de réfléchir sur est-ce que vos actions d'aujourd'hui auront un impact sur le vous du futur. Si je m'arrêtais là, la seule conclusion à tout ça, ce serait que la surconsommation de contenu c'est mal, ça vous apporte que des effets négatifs, et ça sert à rien. Or, ce serait omettre une partie importante de l'histoire, celle où cette consommation excessive de contenu, elle m'a permis de construire des bases solides pour vivre ici. Je l'ai rapidement évoqué au début, mais ça fait 2 ans que je vis ici, et je me porte toujours très bien. Je pourrais vous citer plein de raisons qui font que je me sens toujours bien aujourd'hui. Je parle japonais, j'ai des amis sur place, j'apprécie et je m'adapte bien à la culture, mais je pense qu'il y en a une qui est beaucoup plus importante que les autres, c'est les connaissances que j'ai accumulées grâce à toute cette consommation de contenu. Quelque chose qu'on entend souvent, c'est que chaque personne qui part vivre à l'étranger, elle va vivre ce qu'on appelle un choc culturel. Ce phénomène, on peut le décomposer en plusieurs phases. La première, c'est la lune de miel, donc quand on vient d'arriver, quand on est encore excité par ce nouveau quotidien, quand on fait encore plein de bonnes découvertes, en bref, la vie est belle. La deuxième, c'est la phase de choc, donc quand on va avoir des mauvaises surprises, quand on va découvrir des points qui nous déplaisent sur le pays, quand on va découvrir que ce qu'on imaginait d'une manière, c'était pas le cas. Il faut voir que c'est généralement à ce moment-là que la majorité des gens abandonnent et décident de rentrer dans leur pays. En 3, il va y avoir la phase d'adaptation, donc on tente de surmonter toutes ces difficultés, toutes ces mauvaises surprises auxquelles on a fait face. Enfin, si on a réussi à s'adapter, on va rentrer dans ce qu'on appelle la phase de croisière. On sait désormais que le pays dans lequel on vit, il a des bons et des mauvais côtés, mais on sait pourquoi on est là et on sait qu'est-ce qu'on apprécie en vivant ici. On est désormais au courant que le pays dans lequel on vit, il a des bons comme des mauvais côtés, et on sait faire avec au quotidien. Chacune de ces phases, elle va être plus ou moins longue et vécue plus ou moins différemment en fonction de chaque personne, mais j'aimerais qu'on s'attarde sur un point précis. Selon moi, le principe même de toute cette courbe, il tient sur un seul point, le manque de connaissances. Toute la phase de choc, elle vient du fait qu'on réalise que le pays dans lequel on vit, il a des mauvais côtés, donc en bref, des mauvaises surprises. Maintenant, à votre avis, qu'est-ce qui se passe si on applique ce concept du choc culturel à une personne qui a consommé du contenu pendant des années sur le pays en question ? Vous vous doutez de la réponse, j'ai vécu à ce jour aucun choc culturel. Certes, il y a des moments où je me suis senti mal, que ce soit du fait d'être loin de mes proches, loin de mes amis, loin de mon pays natal, mais à aucun moment j'ai eu une mauvaise surprise, à aucun moment j'ai ressenti de déception. Et pour moi, ça vient du fait que le Japon, on en a entendu parler sous tous les angles, que ce soit les bons comme les mauvais. Donc lorsque vous êtes au courant d'une mauvaise surprise, c'est plus une surprise, et du coup vous allez avoir une expérience complètement différente. Revenons donc en 2023, la première fois que je suis venu ici. Certes, j'ai pas ressenti une claque de dépaysement comparée à beaucoup de personnes, en revanche, j'ai osé faire beaucoup plus de choses grâce à mes connaissances. Un exemple tout bête, oser aller au restaurant ou au bar tout seul. Parce que je savais que c'était quelque chose qui se fait ici, ça m'a donné le courage de le faire alors que je voyageais seul et ce pour la première fois à l'époque. La majorité des voyages que j'ai pu faire, c'était grâce au contenu que j'ai pu regarder. Je suis allé à Enoshima, Nikko, Hakone, Kobe ou encore Kusatsu Onsen. Certes, c'est pas les destinations les plus secrètes du Japon, mais c'est pas les plus connues non plus. Mais là où ces connaissances m'ont le plus servi, c'est sur le deuxième objectif que je m'étais fixé en voyageant ici, donc savoir si je voulais vivre ici ou pas à long terme.
Une des raisons qui a fait que j'ai voulu continuer à vivre ici, c'est que je savais où je posais bagages. Je savais qu'en vivant ici, j'allais faire face à une culture très forte, avec beaucoup de règles à respecter si on veut pouvoir s'intégrer. Je savais que le fait que je sois étranger allait potentiellement poser des soucis au niveau administratif. Je suis aussi pertinemment au courant que, peu importe mes efforts, je deviendrai jamais japonais. Sauf que des fois, Internet et la réalité ça n'a rien à voir, et ce qui était une appréhension s'est révélé en fait être une bonne surprise. L'administratif, certes je dois remplir mon prénom, mon nom, sexe, numéro de téléphone, adresse sur tous les documents, mais une fois ça fait, j'ai jamais eu un problème. Et au contraire, j'ai toujours été très bien accompagné, et ce même quand j'avais un niveau exécrable en japonais. Aujourd'hui, je suis clairement reconnaissant envers le moi du passé, car j'estime que le bénéfice de vivre ici sans avoir un choc culturel, il est bien plus grand que de ne pas m'être pris une claque en arrivant ici. Et d'ailleurs, je consomme presque plus aucun contenu sur le Japon. Pour faire une comparaison un peu douteuse, c'est comme si j'étais un alcoolique du Japon, et avant de venir, chaque vidéo, elle me permettait de tenir jusqu'au moment où j'allais enfin pouvoir venir ici. Une fois que ça a été fait, j'ai quasiment arrêté ma consommation puisque j'avais plus besoin que quelqu'un m'explique comment est le pays puisque je pouvais tout voir de mes propres yeux. Les seuls contenus que je continue à regarder, c'est des choses qui sont beaucoup plus orientées pour les personnes vivant ici, comme par exemple des interviews de personnes qui sont là depuis des dizaines d'années, que tout ce qui est plutôt grand public, comme par exemple les smoothies du 7-Eleven, c'est trop le futur. Toute cette histoire, elle m'a permis de prendre du recul sur la consommation de contenu, et notamment sur les conséquences de ce que je regarde. Mais alors, il reste une question à élucider. Alors que la consommation de contenu prend une place importante, voire de plus en plus importante dans la vie de chacun, comment bien consommer ? Comment avoir une consommation qui nous sera bénéfique ? La réponse est simple, ça dépend. Pour illustrer mon propos, on va rester sur le thème du voyage. C'est facile de dire qu'il ne faut pas consommer de contenu, sauf que si on n'en regarde pas un minimum, si on fait pas un minimum de recherche, il n'y a aucun moyen qu'on rentabilise le prix du billet et le peu de temps qu'on a en général sur place. Je l'ai évoqué avant, mais selon moi, il y a une différence entre faire un itinéraire qui nous fera plaisir, dans lequel on pourra prendre le temps de bien découvrir, et faire un itinéraire de lieu touristique en lieu touristique pour uniquement voir les points d'intérêt. Le problème, c'est que faire son propre itinéraire, un itinéraire qui sort des sentiers battus, ça demande des recherches, voire beaucoup de recherches. Donc la question est, comment faire des recherches qui vont pas nous gâcher le plaisir ? À cela, ma réponse, c'est le format du contenu. Pour faire simple, la vidéo, c'est selon moi le pire format possible. Oui, c'est pratique, oui, on aura un excellent aperçu du lieu, mais c'est justement bien ça le problème. Si vous avez déjà vu le lieu en avance, la seule chose que vous ferez en allant sur place, c'est constater que ce qui est dans la vidéo, c'est comme en vrai. Dans les faits, c'est pas totalement vrai puisqu'il y a beaucoup de choses qui passent pas uniquement à travers la vidéo, donc par exemple, les sentiments qu'on ressent lorsqu'on découvre le lieu pour la première fois. Cependant, j'estime que si vous voulez être émerveillé par quelque chose, mieux vaut ne pas en avoir trop entendu parler, car la surprise, elle en sera que plus forte en fait. Mais alors, si on peut pas regarder de vidéo, on fait quoi alors ? Le plus optimal selon moi, c'est les bons vieux guides papier ou alors des articles de blog illustrés. J'aimerais dire que l'idéal c'est de rien voir et d'uniquement lire, mais soyons honnêtes, et moi le premier, avant d'aller quelque part, j'aimerais bien avoir un aperçu au moins de l'ambiance du lieu, pour savoir si j'ai vraiment envie d'y aller. L'avantage d'une photo, c'est que ça vous donne un petit aperçu de ce que vous allez pouvoir voir, un petit aperçu de l'ambiance à laquelle vous allez pouvoir faire face, mais pour le reste, il va falloir prendre son mal en patience. C'est selon moi un bon compromis entre savoir où on met les pieds et ne pas connaître son itinéraire par cœur avant d'y aller. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je donne sans doute l'impression que trop de contenu, c'est une mauvaise chose, alors qu'en fait, ça peut se révéler bien plus bénéfique qu'on ne le pense. Pendant mes recherches, je suis tombé sur le commentaire Reddit d'une personne qui disait partir aux Philippines, et avant son départ, il expliquait qu'il avait regardé énormément de documentaires, lu énormément de livres sur le pays, et qu'une fois sur place, il a beaucoup plus apprécié son voyage parce qu'il connaissait une partie de l'histoire des lieux qu'il visitait. Cette personne, elle a fait de la surconsommation de contenu pendant un court laps de temps, et ce pour un objectif bien précis, encore plus apprécier son voyage. En fait, votre consommation de contenu, elle doit dépendre de vos objectifs. Est-ce pertinent de tout savoir sur le Japon avant de venir ? Si vous voulez vivre ici, je dirais que oui, mais si en revanche vous voulez juste voyager ici, je dirais que non. Chacun a ses objectifs et chacun a sa propre consommation. Tant que vous êtes conscient de ce que vous regardez et pourquoi vous le faites, alors il y a peu de chances que ça devienne un problème. C'est ce que je m'efforce de faire de mon côté, et je peux que vous conseiller d'être transparent avec vous-même et de vous demander pourquoi est-ce que vous regardez un contenu. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, pensez au pouce bleu et à l'abonnement si ça vous a plu. C'est littéralement la première vidéo que je tourne, et si vous avez n'importe quel retour à me faire, n'hésitez pas, je suis très preneur, que ce soit sur la forme ou sur le fond. Si mes retours d'expérience et mes réflexions peuvent vous servir de point de départ pour une piste de réflexion, alors j'estime que mon objectif est atteint. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé, et à une prochaine.